accompagnante périnatale. Son métier est de suivre des couples, du projet de bébé jusqu'à son arrivée. Parce qu'un enfant, c'est un grand bouleversement, il est important de bien s'y préparer. Le retour à la maison est souvent un sujet oublié, alors que c'est là que surgissent des difficultés, comme le baby blues, ou plus grave, la dépression postpartum. Un podcast que tous les futurs parents et leurs proches devraient écouter, proposé par Festnet. Je suis Camille Kolebka et je suis accompagnante périnatale certifiée par le CEFAP. Et j'accompagne les futurs et les jeunes parents du désir d'enfant jusqu'au premier mois avec leur bébé. C'est un accompagnement psycho-émotionnel qui vient en complément de tout le parcours plus classique d'accompagnement médical qu'on a aujourd'hui en France. Alors le postpartum, il n'y a pas vraiment en fait de temps clairement établi parce que c'est très dépendant de chaque femme. Physiologiquement, ça irait de la période vraiment de la naissance, de l'accouchement jusqu'au retour de couche, c'est-à-dire le retour des premières règles. Donc ça peut aller de quelques semaines, mois à plus longtemps. C'est vraiment une question de vécu aussi après pour la maman qui le vit. Et je pense très clairement que la période du postpartum peut être une situation à risque. En tout cas, elle est aujourd'hui peu connue, peu préparée. Dans les schémas un peu classiques, on prend assez soin de la maman et de la future maman en fait. Pendant sa grossesse, on a quand même un parcours de 9 mois qui est très accompagné. Les mamans qui s'impliquent beaucoup dans leur grossesse préparent aussi souvent leur accouchement. Celles qui font ce choix-là sont souvent aussi bien focalisées sur la naissance en elle-même, sur la préparation de la naissance. Et c'est comme si on oubliait complètement en fait de préparer l'après. Donc c'est vrai que on en entend quand même un petit peu plus parler de plus en plus. Il y a une parole qui commence à se libérer parce que c'était aussi très culpabilisant pour toutes ces nouvelles mères d'admettre que c'était difficile, qu'elles n'y arrivaient pas, parce que culturellement il y a cette injonction que la naissance et l'arrivée d'un enfant c'est beau et c'est bien et ça ne doit apporter que amour, bonheur et combler. Mais c'est très difficile. C'est une période qui, même pour des mamans qui ne présentent pas forcément de difficultés particulières, reste une période très sensible. De par la physiologie déjà, c'est-à-dire qu'on est à risque physiologiquement, on vient quand même de porter un enfant pendant 9 mois, on vient de mettre au monde un enfant, donc ça demande une énergie aussi pour le corps qui est considérable. Et il y a besoin donc aussi que ce corps physiologiquement, il y a plein de choses qui vont se remettre en place, qui avaient nécessité un changement dans un sens, et il faut bien que ces changements se réopèrent dans l'autre sens. Donc il y a ça, il y a l'allaitement pour les mamans qui ont choisi d'allaiter, qui demande aussi une implication physique et physiologique très importante. Et puis il y a tous les besoins du nouveau-né sur lesquels on répond en tant que parent et en tant que mère. Et souvent, on n'imagine pas, on peut difficilement imaginer ce que représente l'intensité de la vie avec un tout petit. Les signes d'une difficulté maternelle, déjà ça, c'est important, j'aimerais bien passer un peu de temps dessus. Le baby blues, à la fois c'est un processus dit normal, c'est pas pour autant qu'il faut le minimiser. C'est un état qui se présente très tôt en fait, souvent à la maternité, quand on est à la maternité ou dès les premières heures, premiers jours, mais qui est pas un état effectivement qui doit s'installer, c'est quelque chose de très temporaire, mais qui peut être vraiment vécu difficilement. Ça peut être très envahissant pour une maman qui ne s'attendait pas à ça, de beaucoup pleurer, d'être débordée par des émotions, d'avoir vraiment beaucoup de fatigue qui s'accumule, d'avoir peur de mal faire, d'être très inquiète pour son bébé au point de ne plus dormir en fait. Donc c'est un état qui est assez intense, mais qui effectivement ne doit pas s'inscrire dans la durée. Là où on commence vraiment effectivement à avoir des signes et à devoir s'alerter, c'est si cet état-là commence à s'instaurer dans la durée avec une humeur qui va être assez triste, morose, avec peu d'envie en fait, peu d'intérêt, beaucoup de fatigue et un état, donc là on bascule dans la dépression du postpartum quand cet état va vraiment durer au-delà de 15 jours. Et en fait, les mamans sont souvent dire non, mais ça c'est à cause de la fatigue, c'est normal, c'est parce que j'ai un petit bébé. Oui, il y a une fatigue, je dirais, assez présente, mais il y a des signes quand même sur lesquels il faut être vraiment attentive. Dans la dépression du postpartum, les signes sont aggravés plutôt le soir. On décharge beaucoup, il y a des pleurs. L'arrivée du soir devient un moment très stressant.
Voilà, il y a beaucoup de stress à ce moment-là. Et l'humeur est très changeante. Voilà, c'est aussi une des différences avec la dépression classique, où quand on est en dépression classique, ça touche un peu toutes les sphères et donc on est constamment dans une humeur maussade ou colérique ou ça n'a pas. La dépression du postpartum, c'est ce qui fait aussi que c'est plus subtil, c'est que c'est pas tout le temps. Il y a une espèce de liabilité, de changement d'humeur. Et c'est d'ailleurs souvent pour ça que les mamans mettent ça sous le compte des hormones, mais pas que. Cette anxiété fréquente, on a quand même souvent des anxiétés, des peurs, et qui vont être très orientées sur le bébé. On a peur de la mort subite du nourrisson, on a peur qu'il tombe, on a peur de lui faire mal, on est à l'affût du moindre petit, la rougeur, du moindre bouton, on va être très dans cette anxiété orientée sur le bébé. On a des symptômes physiques aussi de vertige, parce que il y a énormément en fait de stress qui est généré, donc il peut y avoir des vertiges, des palpitations, des angoisses qui montent assez vite, qui peuvent repartir aussi assez vite, donc parfois c'est un peu soudain, ça peut être comme des flashs. Il y a un certain moment qui se disent non mais ça vient pas de m'arriver en fait, où je l'ai inventé, donc il commence à y avoir parfois aussi une remise en question de ce qui se passe physiquement pour cette maman. Elle doute vraiment de ces symptômes-là. Dans le corps, ça se traduit aussi beaucoup par des maux de dos, par des douleurs pelviennes, parfois même encore des contractions. Alors oui, il y a la réalité physiologique qu'on continue, en très proche postpartum, d'avoir encore les saignements, d'avoir l'utérus qui se remet en place, etc. Mais si ça dure aussi, ça peut être un signe évocateur aussi d'une dépression du postpartum. Et puis il y a ce qu'on appelle les images d'impulsion. Les images d'impulsion, c'est quand on a ces flashs où on se voit passer à l'acte pour soi ou pour son bébé, qui sont des images que peu de mamans partagent tellement elles sont presque inavouables. Mais c'est j'ai envie de le passer par la fenêtre, j'ai envie de me taper contre un mur, j'ai envie d'aller qu'on se jette tous les deux sur les rails du métro. Voilà, c'est ces images-là qui arrivent d'un coup d'impulsion et c'est extrêmement violent. Et c'est pour la très grande majorité d'entre elles inavouable, même avec un conjoint, même avec d'où aussi la nécessité d'aller voir des professionnels qui sont formés, parce que c'est effectivement le partenaire ou dans le champ familial ou amical ne sont peut-être pas les personnes à qui on peut confier ça, tellement c'est lourd à porter. Donc voilà les symptômes, je dirais, qui sont très évocateurs et qui vont aller jusqu'au désintérêt. Mais quand on voit vraiment déjà le désintérêt, quand on voit qu'une maman n'arrive pas à créer le contact avec son bébé, quand elle veut pas le porter, quand elle lui donne à manger, que tout de suite elle le repose loin d'elle, c'est déjà des signes qui sont très visibles. C'est ceux d'avant qu'il faudrait réussir à ne pas banaliser et minimiser. Une fois qu'on est déjà sur ces signes aussi évocateurs, on va dire qu'il y a moins de doute qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas et qui doit être pris en charge. Alors, ce qui est assez complexe avec l'entourage direct, c'est que il subit très très fort cette situation, et particulièrement le conjoint, qui a lui-même aussi déjà son rôle de nouveau parent à intégrer. Et qui est aussi très souvent débordé par cette intensité de la difficulté que vit sa conjointe. Et finalement, ce sont aussi des mamans qui acceptent très peu qu'on s'occupe de ce bébé. Elles sont vraiment tellement focalisées dessus qu'elles ont vraiment du mal aussi à faire confiance aux autres, à lâcher prise, et donc ça va être surtout la possibilité de soutenir cette maman dans sa difficulté plus que de vouloir faire à sa place, parce que sinon on va encore plus en fait insinuer que la mère n'est pas la bonne personne pour cet enfant, ce qui est déjà quelque chose que la mère se rumine. Elle a très peu confiance dans sa compétence maternelle, elle doute énormément, et si on vient, même si c'est dans une bonne intention, lui dire non, je te prends ton bébé pour que tu puisses dormir, on lui a finalement l'injonction et de lui dire t'es pas suffisamment bonne pour t'occuper de ton bébé. Donc ça enfonce presque encore plus. C'est très inconscient, mais si je peux essayer d'apporter un peu un éclairage là-dessus, c'est qu'en fait on est aussi dans une culture qui a beaucoup évolué,
Et il y a encore quelques dizaines d'années, quand une mère donnait naissance, elle était entourée par d'autres femmes. On entend parler pas mal de villages, recréer son village, mais toutes ces femmes qui étaient autour étaient là plus en fait pour soulager cette maman, pour prendre soin d'elle. Il y a des cultures dans lesquelles on parle vraiment des 40 jours, le mois d'or, il y a plein de choses autour de ça. Parce que on entoure cette nouvelle maman avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de soutien. On va s'occuper peut-être effectivement des plus grands, des autres enfants qui sont plus grands, qui n'ont pas besoin de moins besoin à ce moment-là, pour qu'elle puisse vraiment, elle, se concentrer à créer ce lien avec son bébé dans ses premiers instants, et qu'elle ait en fait rien d'autre à penser, et qu'elle se sente vraiment soutenue, entourée. Et voilà, ça fonctionnait parce qu'on avait une maman qui était reconnue dans sa compétence maternelle, tout en étant soulagée de tâches plus quotidiennes, que ce soit le travail domestique, que ce soit l'organisation de la maison, de la famille, que ce soit les courses, que ce soit ça. Mais voilà, elle n'avait pas à faire. Elle est comme un peu une reine, au moins la première semaine pour vraiment laisser son corps se reposer, récupérer, et puis dans les semaines qui suivent, bien entourée. Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus difficile à faire. C'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on a des vies qui font qu'on ait des familles qui sont plus éclatées géographiquement. On a de moins en moins nos mères ou nos cousines ou nos tantes autour de nous. Et voilà, on se retrouve en fait très vite et très tôt seuls avec nos bébés. On a effectivement congé de paternité qui vient de passer 28 jours. Mais c'est aussi pour ce congé paternité, il est aussi là pour ce papa ou pour ce conjoint, ce congé pour son nouveau rôle. Lui aussi, il a besoin, et c'est pas forcément qu'il est là à 100% pour prendre le relais. Il a aussi, lui, toute cette implication à avoir. Donc ce village qu'on a de moins en moins crée aussi des difficultés pour la maman qui doit tout gérer un peu seule ou que à deux, entre guillemets, dans ses toutes premières semaines et ses premiers mois qui sont très intenses. C'est vrai qu'en préparation de son postnatal, de son postpartum, c'est important de réfléchir en couple, quand on est dans cette situation, de se dire de quoi on va avoir besoin, quelles sont nos ressources, qui on peut avoir autour de nous, en qui on a confiance, avec qui on se sent bien. Parce que c'est pas... j'ai des témoignages souvent ou des situations... on dit, est-ce que ta maman peut venir ? C'est peut-être pas la meilleure personne pour venir aider à ce moment-là. Chaque histoire est unique, et la relation aussi avec sa propre maman, quand on devient à son tour maman, peut être un vrai soutien, comme aussi peut être quelque chose de mal vécu. Donc c'est vraiment réfléchir à choisir des personnes pour s'entourer dans ces premiers instants. Ça peut être des amis, ça peut être des collègues, ça peut être d'autres mamans si on a déjà des enfants de l'école, qui vont vraiment pouvoir être là pour soutenir, aider, aller faire une course, emmener les enfants à l'école, apporter un repas, prendre un thé, mais sans passer toute l'après-midi parce qu'elle sait que la maman a besoin de se reposer, proposer d'aller faire une balade ensemble, vraiment offrir des moments et une présence et un soutien qui va être dans cette volonté de soutenir en fait cette nouvelle dimension, cette nouvelle parentalité, cette nouvelle mère. Il y a cette dimension-là, donc d'être entourée, et puis culturellement, il y a aussi la dimension de la notion du temps, de la relativité du temps, où on est maintenant, parce qu'on est des femmes souvent actives, peut-être qu'on est en congé maternité, qui est tout sauf un congé, en fait, c'est pas des vacances. On a aussi dans cette idée que le congé... on va poser un congé maternité comme on pose un congé... c'est tout sauf des vacances, le postpartum. Donc c'est aussi prendre conscience que la culture et la société dans laquelle on est fait qu'on est dans des rythmes de vie très intenses. On fait beaucoup, on fait vite, on fait toujours plus. Quand un petit bébé arrive, il a son rythme à lui, qui est tout sauf un rythme que nous, on connaît.
je suis toujours très surprise par les premières questions qu'on pose à une jeune mère très tôt. C'est est-ce qu'il fait ses nuits? Est-ce que ton bébé fait ses nuits? Mais qu'est-ce que ça veut dire faire ses nuits pour un bébé? C'est faire une nuit quoi? Faire une nuit de 3 heures, de 2 heures? Bah oui, mon bébé, il a 1 semaine et il dort 3 heures d'affilée. Il fait sa nuit. il y a plein d'idées comme ça, de schémas qui sont un peu à déconstruire aussi pour mieux accompagner le postpartum. Alors, quand on ressent vraiment, en tant que nouvelle maman, cette difficulté, que ça devient vraiment trop lourd, trop grand, trop débordant, la première chose, c'est d'oser en parler, pouvoir exprimer ces difficultés, libérer la parole par rapport à ça. Alors, ça peut être auprès, il y a les sages-femmes qui font du suivi en postpartum, donc ça, c'est vraiment quelque chose, en maternité, on est censé en parler, de dire que vous avez la possibilité d'avoir des visites à domicile d'une sage-femme. Mais c'est pas quelque chose qui est mis en place automatiquement. Ça nécessite que la maman trouve une sage-femme libérale dans son coin qui fasse des visites à domicile. Mais ça, c'est, je pense déjà un tout premier réflexe, en tout cas même à anticiper pendant la grossesse, de se dire j'y ai le droit en fait, j'ai le droit à ça, j'ai le droit d'avoir cette visite qui va évidemment vérifier que mon corps se remet, mon corps va bien, mais c'est un des premiers aussi. Une des premières choses aussi à laquelle penser, et puis oser parler à cette sage-femme qui vient en libéral, de lui dire voilà, il y a vraiment, c'est difficile, c'est débordant, je sens que quand elles viennent à domicile, il y a aussi, on est dans son cocon, on n'est pas dans le cabinet d'un médecin sur lequel il y a peut-être un autre rapport qui s'installe. Le domicile a vraiment je dirais aussi cette barrière en moins qui aide. Et puis c'est aussi permettre aux personnes qui viennent rendre visite à domicile et des professionnels qui sont formés. Donc les accompagnantes périnatales aussi font des visites à domicile dans le cadre de l'accompagnement. Ça peut être soit un couple qu'on a déjà accompagné depuis la grossesse et sur lequel de toute façon, je dirais que c'est inclus dans cet accompagnement. Quand on prend un accompagnement au long cours, il y a forcément un rendez-vous. Donc si on a été présente à la naissance, et puis, il y a forcément un rendez-vous qui suit très vite avant même la fin de la première semaine. Et puis, un autre, au moins, dans le premier mois. Plus, si besoin, et si effectivement, on identifie qu'il y a un besoin plus important de soutien, et qui va vraiment s'attacher à écouter, à discuter, à évacuer les anxiétés, et à réorienter s'il y a besoin. Puisqu'effectivement, après, c'est pas un travail thérapeutique, ni la sage-femme, ni nous en tant qu'accompagnante, mais par contre, on travaille en partenariat avec des psychologues qui sont plus spécialisés en périnatalité, par exemple, ou des unités, partout en France, il y a des unités qui sont aussi vraiment spécifiques. Donc, on peut aussi réorienter ces jeunes mamans. Ça peut aussi venir avec la parole qui est libérée avec le conjoint. C'est vrai qu'on a cette relation privilégiée avec en tant qu'accompagnante périnatale quand on accompagne les couples. Donc le conjoint, le partenaire peut aussi nous solliciter seul et partager cette réalité qu'il vit, et en se disant souvent on se sent un peu impuissant par rapport à ça et quoi faire. Donc on peut mettre aussi en place ça, de dire non, vous n'êtes pas tout seul, et on va solliciter donc des psychologues, des psychothérapeutes spécialisés qui ont l'habitude d'accompagner. Ça peut être un médecin généraliste. Après, c'est sûr que ça reste encore un sujet sur lequel tout le monde n'est pas forcément formé, même des professionnels de santé, et sur lesquels on a encore beaucoup de témoignages de mamans qui disent j'en ai parlé, je suis allée voir le médecin avec le grand, et puis il a bien vu, je me suis mise à pleurer, et puis il m'a dit c'est normal, c'est les hormones, c'est le baby blues, parce qu'ils sont pas formés, c'est pas qu'ils sont, ils sont moins, certains minimisent encore beaucoup ça. Donc c'est vrai que parfois on ose pousser une porte, et c'était peut-être pas la bonne à ce moment-là. Donc les accompagnantes périnatales certifiées, les sages-femmes libérales,
Ça peut être aussi à la maternité. S'il y a cette confiance-là, c'est aussi appeler la maternité, au même titre qu'on a appelé la maternité pendant sa grossesse quand on avait un doute. Elles sont aussi à même de recevoir des témoignages et de réorienter. Il y a toute une équipe. Donc c'est sûr que plus on est sensibilisé au sujet de la dépression postpartum avant, ça touche quand même entre 10 et 15% des mères qui viennent donc c'est pas rien, c'est pas 0,2%. C'est entre 1 à 2 sur 10. D'en avoir conscience avant, c'est aussi se dire et réfléchir avant, de se dire ok, quelles sont mes ressources, quels sont mes besoins, d'avoir un numéro d'une sage-femme à un moment donné. Et puis il y a des super assos aussi qui se créent, qui existent aussi pour soutenir. Notamment, il y a une association qui a démarré en Suisse et qui vient d'ouvrir son antenne en France, qui s'appelle Super Maman en France, et qui met en relation justement des mères qui se proposent d'être des mères soutien, en fait ce fameux village, et des mères qui s'inscrivent pour être en demande de soutien et d'autres qui sont là pour soutenir sur des choses très très simples mais qui aident vraiment les nouvelles mamans, donc apporter un repas, passer un moment avec cette maman, la bichonner, elles appellent ça les bichonnages. Je trouve que c'est très très parlant et très approprié. Donc il y a des choses qui commencent à arriver je dirais le premier conseil ou même de l'ordre du mantra, c'est de se dire que non, vous n'êtes pas seul. Voilà.